Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme. Nous y sommes accueillis par Nelson Vallejo Gomez, qui n'a pas pu être présent ici pour la section Amérique latine de la Maison des Sciences de l'Homme, mais de tout cœur, il est avec nous et nous avons pu nous réunir ici grâce à lui. Je souhaiterais que Léa Persman vienne avec moi quelques instants. Je suis pour ma part Laurent Bibard, professeur à l'ESSEC, et chargé de la chaire Edgar Morin de la complexité. Et Léa en est la directrice exécutive. Et donc, grâce à elle, et un peu malgré moi, en quelque sorte, on a réussi à organiser le débat. Voilà. Nous sommes très, très honorés et très heureux de recevoir Edgar Morin, Jean-Claude Amezen pour un débat fondamental, mais ils le diront bien mieux que nous-mêmes sur l'humain. Et je propose de laisser la parole peut-être à Léa pour quelques mots et à François Livonnet, éditeur aux éditions de l'Erne, qui va animer le débat pour nous dire comment les choses vont se dérouler. Vous voulez dire un petit mot, Léa ? Bonsoir à tous, merci d'être ici. Simplement pour vous dire qu'on espère que c'est le premier événement d'une longue série et que vous serez des adeptes de la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC. N'hésitez pas, on aura une pause estivale, comme il se doit après un lancement tambour battant de la chaire. N'hésitez pas ensuite à aller consulter le calendrier d'activités de la chaire sur le site internet. L'ensemble des vidéos, dont celle de la conférence de ce soir, sera disponible également sur la chaîne YouTube de la chaire. Si vous souhaitez vous abonner à la mailing list pour être au courant des activités, des conférences, d'événements, n'hésitez pas également à venir demander nos mails, sinon on est facilement identifiable sur Internet, LinkedIn et autres. Voilà, passez un très bon débat, une bonne soirée et j'espère déjà à bientôt. Avant de passer la parole à François Livonnet, souvenez-vous simplement des adresses, c'est très facile, c'est les noms des personnes à l'ESSEC, @essec.fr, et Persman, P-E-E-R-S-M-A-N, et Bibard, B-I-B-A-R-D. Mais l'essentiel vient maintenant. François, merci. Merci beaucoup. Donc ces rencontres s'appellent Sans tabou. Sans tabou, ça veut dire des conversations libres. Nous avons deux interlocuteurs, deux amis qui vont débattre très, très librement. Sans tabou, ça ne veut pas dire sans règles. C'est la règle qui nous libère de la loi, c'est bien connu. Donc la règle, ce sera celle d'une conversation entre nos deux invités, mais en même temps, la salle ensuite posera des questions. Donc pendant une petite heure, il y aura un débat entre Edgar Morin et Jean-Claude Amezen, et ensuite des questions libres que vous pourrez poser. Je vais vous présenter d'abord Edgar Morin, que vous connaissez, qui est sociologue, philosophe. D'ailleurs, la difficulté déjà de désigner son activité par rapport à un classement académique montre que son activité intellectuelle a largement excédé les cloisonnements disciplinaires. Je noterai tout de même la publication essentielle de la méthode, 6 volumes, de 1977 à 2004, c'est bien ça ? Œuvre majeure qui, bien évidemment, inspire une grande partie de nos réflexions. La chaire Edgar Morin de la complexité, cela va de soi. Il a publié très récemment un livre sur Paris que je vous recommande vivement parce qu'il sait faire vivre la ville et vivre à travers la ville des amitiés. Jean-Claude Amezen, vous êtes médecin, biologiste. Vous avez en particulier travaillé sur l'apoptose, la mort cellulaire, un phénomène assez énigmatique. Vous êtes directeur du Centre d'études du vivant de l'Institut des humanités de l'Université Paris Diderot, donc pas loin d'ici. Vous êtes président du Comité consultatif national d'éthique. Et par ailleurs, pour ceux qui écoutent la radio, vous animez une excellente émission qui s'appelle Sur les épaules de Darwin, émission qui fait l'objet d'ailleurs de publications, une sorte de ce sont les émissions qui sont reprises. Je ne connais pas le principe de l'édition. En tout cas, c'est... Pas exactement. Nous allons maintenant aborder la question du vivant. Le titre de notre rencontre, c'est le vivant et le biologique. L'humain, pardon, et le biologique. Vous imaginez bien qu'on ne va pas reprendre les vieilles interrogations philosophiques, savoir qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humanité. On ne va pas faire comme Diogène, sortir un poulet. On ne va pas non plus peut-être s'arrêter au propre de l'homme. La question du propre de l'homme est-elle seulement une question pertinente ? C'est Philippe Descola, l'ethnologue, qui dit que cette question « qu'est-ce que l'homme ?» n'a aucun sens dans un grand nombre de civilisations, de cultures, en particulier amérindiennes. Ça ne veut pas dire
que ces gens, pour autant, sont inhumains. Donc si le propre de l'homme n'a pas un sens, ou si la question est une question ambiguë, la question de l'humain et de l'inhumain n'est pas du même ordre, c'est une question qui a sa pertinence. Et donc je crois qu'on peut peut-être commencer par demander à Jean-Claude Amezen ce qu'il entend déjà par cette notion, ce concept qui n'est pas clair, ce concept d'humain. On peut penser des épaules de Darwin, c'est-à-dire finalement cet humain perché peut-être sur le père de l'évolution. Les travaux récents en biologie, les travaux récents en anthropologie, tout ce travail, sans retomber dans les catégories de la nature et de la culture, on n'est pas dans des cours de terminale, comment repenser à nouveau frais finalement cette question de l'humain? Merci François, je suis vraiment heureux d'être avec Edgar Morin aujourd'hui et de l'entendre. Comment repenser cette question d'humain? Vous le disiez, une des façons de le repenser, mais de repenser son émergence, et non pas, je dirais, sa nature, c'est de repenser à Darwin et de penser que l'humain n'est pas perché en haut de la nature. Mais si on représente aujourd'hui, si on se représente l'évolution du monde comme un buisson sphérique, comme ces buissons qui volent avec le vent dans les westerns, nous sommes à la surface puisque nous sommes vivants, mais nous sommes à la surface comme l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent. Et donc il n'y a pas de place privilégiée, puisque si on bouge la sphère, on est en haut ou on est en bas. Et par contre, il y a des relations de parenté. Et donc, il y a des proximités généalogiques qui font que nous sommes plus proches des chimpanzés et des bonobos que nous le sommes des souris, des chiens, des poissons, des arbres ou des fleurs. Mais la révolution darwinienne, c'est cette idée de parenté. C'est-à-dire que nous sommes une des émergences parmi les multitudes d'émergences qui se sont produites depuis 3 milliards et demi d'années. Et donc, définir alors il y a déjà 2 choses. Mettons à l'extérieur, si nous prenons ce que Adam Smith appelait la place d'un observateur impartial. Donc, suivant les cas, je veux dire, il y a ce qui se vit et ce qui se dit de l'intérieur et qui est la subjectivité, et qui, dans les cultures humaines, n'a de sens que dans l'intersubjectivité, c'est-à-dire, au fond, ce que nous nous racontons et ce que nous entendons de ce que nous sommes. Et puis, il y a ce que nous pensons être si nous nous voyons de l'extérieur, au même titre que l'ensemble du monde vivant. Et si nous nous regardons de l'extérieur au même titre que l'ensemble du monde vivant, encore une fois, si nous racontons ce que nous ressentons individuellement et collectivement, il est évident qu'on peut ressentir une très grande césure entre ce que nous sommes et le monde, même aussi merveilleux soit-il, qui nous entoure. Si par contre nous regardons ou nous nous interrogeons sur ce que nous sommes de l'extérieur, sans créer de hiérarchie par rapport à l'ensemble du monde vivant, encore une fois, ce qui apparaît sont des degrés de parenté. Et ce qui apparaît, c'est que, au fond, ce qu'on appelle la nature humaine, c'est un moment. Or, ce que nous dit l'évolution, c'est que c'est un devenir. Et qu'au fond, nous sommes humains parce que, un jour, des non-humains sont devenus humains. Et donc, cette transition qui est pensable sur des temps longs, mais qui est presque absurde si on la prend sur des temps courts, c'est les animaux dénaturés, c'est à partir de quel moment une mère primate non humaine a donné naissance à un enfant humain, question assez absurde. Et donc on voit bien que ce que nous appelons l'humanité a été, cette fois, si on le regarde comme une manifestation du vivant, un phénomène progressif. Et que c'est très difficile, rétrospectivement, nous pouvons regarder ce que nous sommes devenus, mais être humain, c'est devenir un jour rétrospectivement humain. Donc je crois qu'il y a ce qu'a apporté la révolution darwinienne, c'est cette idée de parenté et de continuité. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo dans le monde fixiste. Chaque espèce, y compris l'espèce humaine qui était considérée comme ne faisant pas partie
ne procédant pas de la même naissance que les autres espèces vivantes, mais chaque espèce est aujourd'hui telle qu'elle a toujours été. Et donc, d'une certaine façon, à part des tremblements, une photo aujourd'hui, c'est la même chose qu'un film depuis le début. La théorie de l'évolution, c'est le devenir. Et ça veut dire qu'une des grandes interrogations, d'ailleurs, en paléoanthropologie, c'est quand sommes-nous devenus ce que nous sommes aujourd'hui ? Est-ce que là encore, c'est une transition pendant quelques millions d'années, pendant quelques centaines de milliers d'années ? Est-ce que ce que nous voyons comme manifestation culturelle traduit des transitions dans notre représentation mentale, dans notre façon de nous vivre ? Ou est-ce que ça ne traduit que les avancées cumulatives qui surgissent du progrès des connaissances et de la technique et qui font que si on regardait de très loin les êtres humains d'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'ils sont extraordinairement différents des êtres humains de la Grèce antique, parce que si on regarde leur production, elles n'ont rien de comparable. Donc déjà savoir si nos ancêtres d'il y a 200 000 ans étaient les mêmes que nous ou pas, c'est une question qui nous interroge sur ce qu'est être humain. Si je peux juste continuer là-dessus dans une perspective évolutionniste, oui. Peut-être, est-ce que... Oui, et vous ne m'entendez pas sans micro ? Non, d'accord. Alors. Donc, si vous m'entendez mieux, nous ne sommes qu'un des rameaux des ancêtres qui nous ont donné naissance. Donc, vous savez qu'il y a eu plusieurs rameaux dont les cousins les plus récents sont éteints il y a très peu de temps. Hein. C'est les hommes et les femmes de Néandertal. Et donc, ce que nous, êtres humains, sommes un des rameaux de différentes formes d'humanité, hein, avec des hésitations pour savoir s'il faut les appeler des humains ou s'il faut les appeler des hominines. Et cette hésitation traduit notre interrogation. Nous sommes ce qui reste des différentes émergences de l'humanité qui ont eu lieu dans les derniers, en tout cas pour ce qu'on connaît, dans les derniers 600 000 ou 700 000 ans. Et donc s'interroger sur ce qu'est être humain, là encore, c'est non seulement un devenir, mais c'est un fragment parmi plusieurs devenirs. Donc l'interrogation, elle est combien de façons y a-t-il d'être humain, ou combien de façons y a-t-il eu d'être humain avant que nous ne soyons les derniers survivants des différentes humanités qui ont émergé. Hein, donc je crois que c'est intéressant. Et encore une fois, comment se sont pensés à la fois nos ancêtres, qu'on appelle les hommes modernes, et ces différentes branches de l'humanité, d'un point de vue subjectif et intersubjectif. Est-ce qu'il y a vraiment des façons fondamentalement différentes de se penser en être humain ? Et vous savez que toutes les discussions pour savoir si les objets d'art, les objets de chasse et les fresques étaient une exclusivité de nos derniers ancêtres directs, ou si d'autres branches disparues avaient les mêmes, est un peu la même question que l'humanité au sommet de l'arbre de l'évolution, c'est-à-dire nous au sommet des différentes branches d'humanité. Et il y a des tas de débats dans le monde paléoanthropologique pour savoir si, lorsqu'on voit des branches de l'humanité qui ne sont pas nos derniers ancêtres directs faire des peintures dans les cavernes, tailler des pierres de manière assez complexe, est-ce que c'est parce qu'ils ont imité nos ancêtres, hein, comme si nous étions les enseignants de nos cousins, ou est-ce que c'est parce que ces dispositions ont émergé spontanément chez eux, peut-être pas à la même date que chez nous. Donc je crois qu'il y a dans toutes ces interrogations, il y a, dès qu'on se place dans une perspective, je dirais, historique ou paléolithique ou évolutionniste, il y a toujours cette interrogation et cette inquiétude sur notre place. Vous parliez du propre de l'homme. Je dirais qu'il y a une série de travaux depuis 10 ans, peut-être 15 ans, qui montrent qu'aucune des caractéristiques que nous considérons comme strictement humaines a des reflets, des prémices, des échos dans différentes espèces animales. La seule, d'ailleurs, à ma connaissance, qui est assez triviale, la seule caractéristique qui, pour l'instant, n'a pas été mise en évidence dans le monde animal, c'est la capacité d'entretenir du feu.
paraît trivial, parce que je veux dire, les langues, la reconnaissance dans un miroir, la fabrication d'outils, la transmission culturelle d'innovation, ça existe à des degrés divers dans le monde animal. Le fait de s'approprier le feu, à ma connaissance, ça n'a jamais été montré. Mais en dehors de cette caractéristique, ce qu'on considérait comme le propre de l'homme est en train de devenir quelque chose de flou. Et France Deval, dans un de ses livres, dit quelque chose d'intéressant, c'est que chaque fois qu'une caractéristique, vous savez que Jane Goodall, qui a été la première à redécouvrir, Darwin décrivait l'utilisation d'outils par les chimpanzés. Ses successeurs ont considéré que c'était du sentimentalisme ou des illusions d'optique, et donc il a fallu attendre que Jane Goodall, dans les années 60, redécouvre que les chimpanzés utilisaient des outils, et aujourd'hui on sait qu'ils les utilisent différemment dans des colonies qui sont espacées de quelques dizaines de kilomètres. Donc il y a des cultures de chimpanzés qui fabriquent les outils et les utilisent différemment. Et elle dit que lorsqu'elle est venue raconter sa découverte, ce qu'elle croyait de sa découverte à son patron qui était Leakey, le grand paléoanthropologue, il lui a dit c'est gênant parce que soit il faudra considérer maintenant que les chimpanzés sont humains, soit il faudra changer le nom d'outils pour trouver un nom spécifique pour les outils qu'utilisent les chimpanzés. Et ce que dit France Deval, c'est cette difficulté chaque fois que quelque chose qui nous paraît strictement et spécifiquement humain et qui nous différencierait du monde vivant qui nous a donné naissance, chaque fois que cette différence devient poreuse, devient floue, elle devient, dit-il, non plus objet de débats scientifiques, raisonnés, mais d'enjeux passionnés, comme si ce qui était en jeu, c'était notre place dans l'univers. Donc je crois que chaque fois que nous interrogeons sur ce que c'est que d'être humain, ça n'est jamais une question aussi neutre que quand nous nous interrogeons pour savoir ce qu'est une supernova, hein, où au fond nous sommes des observateurs. Et donc nous sommes toujours dans cette situation de nous interroger sur nous-mêmes, hein, même si que ça soit lorsque nous nous interrogeons sur notre subjectivité ou lorsque nous nous interrogeons sur nous pris comme objet d'étude. Donc je crois que nous ne pouvons pas, nous pouvons croiser les regards, nous pouvons nous interroger de manière diverse, différente, mais je ne crois pas que nous puissions avoir, sauf à être d'une très grande arrogance et d'une très grande ignorance, une idée précise de ce que c'est qu'être humain, sauf cette notion extraordinaire que nous partageons, encore une fois, une subjectivité, et cette vision que nous sommes, comme tous les phénomènes qui existent aujourd'hui, que, au fond, nous sommes devenus non humains à partir de ce qui n'était pas humain, de la même façon que la vie a émergé à partir d'une matière qui n'était pas vivante. Et donc, c'est vraiment la question de ces transitions et de ces seuils. Qu'est-ce qui fait qu'on passe une frontière dans le monde vivant qui existe peut-être parce que je veux dire, je me dis de temps en temps que peut-être que les oiseaux ou certains oiseaux se demandent, les corvidés sont particulièrement intelligents, les geais, les corbeaux, les corneilles et les pivoleuses, peut-être que de temps en temps, ces oiseaux se demandent quel est le miracle qui fait qu'on peut devenir oiseau ou corvidé. Hein, donc, je veux dire, peut-être que nous ne sommes pas les seuls à nous demander comment s'est fait cet événement extraordinaire qui fait que nous sommes advenus. Mais je crois que c'est la question de transition et de seuil qui est une question troublante, parce que c'est une question, je dirais, beaucoup plus générale que celle qui concerne la question de savoir ce qu'est d'être humain, ou ce que c'est peut-être ce que j'évoquais, que de devenir humain ou que d'être rétrospectivement devenu humain. C'est le fait de concilier, et Edgar Morin dit toujours qu'il faut concilier des vérités apparemment contradictoires, c'est concilier ce qui est de l'ordre de la rupture et ce qui ne peut provenir que de la continuité. Et toute l'évolution du vivant, mais on pourrait le dire au niveau de l'évolution de l'univers, nous parle de ces seuils, de ces transitions, où il semble y avoir changement de nature, alors qu'il y a continuité avec l'état antérieur. Et donc la question de savoir comment, à partir de quel moment, nous considérons, nous, observateurs, qu'il y a eu un changement de nature, que c'est vraiment de la nouveauté et pas de la variation sur la continuité, on est obligé de les penser tous les deux. Et je pense que le regard de l'observateur est extrêmement important, parce que suivant la manière dont nous nous regardons, les seuils que nous fixons et qui nous intéressent
sont des seuils qui, évidemment, dépendent de nous. Donc, se demander, ce qui a été longtemps l'objet de la psychologie cognitive, se demander à partir de quand un enfant devient raisonnable, à partir de... Bon, c'est un peu du même ordre. C'est-à-dire que nous sommes à la fois en train de nous interroger sur un phénomène qui nous paraît être un phénomène de basculement, de rupture, et en même temps, nous sommes en train de fixer des seuils en fonction de ce qui nous intéresse et de ce qui nous préoccupe. Donc je crois que la notion de basculement, de seuil dans la continuité est extrêmement importante, mais la notion que, au fond, si je devais le dire autrement pour terminer, je dirais, quand est-ce qu'une variation sur l'ancien est une variation sur l'ancien, et quand est-ce que c'est une nouveauté? À partir de quand une variation sur le même devient nouveau? Et je crois que c'est très difficile de répondre en considérant qu'on s'est extrait de cette analyse. Donc je ne suis pas sûr que la notion même de nouveauté, et si on considère que l'humanité est une nouveauté dans le monde, que la notion de nouveauté soit dissociable de l'observateur qui essaye de la comprendre et de l'étudier. Merci. Avant de donner la parole à Edgar Morin, je voudrais rappeler que cette interrogation, elle est au cœur des premiers textes d'Edgar. Dans Le paradigme perdu, par exemple, La nature humaine, mais déjà dans L'homme et la mort, la question du biologique dans l'humain, par exemple, ou de la manière de penser les rapports du biologique et du culturel ne sont pas pensés en termes simplement d'interaction, mais à travers une figure qui serait peut-être récursive, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, comment concevez-vous la chose, Edgar? Bon, tout d'abord, je suis frappé. Il faut prendre ça ou ça marche, ça? Ça marche? Je n'ai pas besoin de ça, alors. Si ça marche, alors, disons de deux choses fondamentales qu'a dit Amundsen, qui sont de nature, je crois, épistémique, absolument préliminaire, mais qu'on oublie toujours. Disons, c'est que l'observateur s'observe lui-même. Je crois que c'est un point fondamental aujourd'hui pour toute connaissance, c'est-à-dire que suis-je moi-même dans mon observation, hein? Et donc c'était très important parce qu'à ce moment-là, ça nous objective et nous relativise. Et effectivement, nous essayons de repenser ce qui nous semble des visions objectives tout à fait évidentes. La deuxième chose, c'est de sentir, ou plutôt de dire, que, disons, le continu et le discontinu, disons, ne peuvent pas être pensés séparément. Surtout dans le domaine de l'évolution, mais pas seulement l'évolution biologique, mais même l'évolution historique. Ce sont deux points fondamentaux. À quoi j'ajoute que je partirai d'une définition de l'humain. Et cette définition, elle est trinitaire. Je veux dire qu'on ne peut pas dire que l'humain, c'est simplement un être biologique. On ne peut pas dire que l'humain est un être uniquement social. On ne peut pas dire uniquement que c'est un individu ayant certaines qualités propres à l'individualité humaine. Je pense que c'est une trinité indissociable, c'est-à-dire que, dans le fond, nous sommes à la fois produits et producteurs d'une continuité biologique, c'est-à-dire d'un système de reproduction. Nous sommes à la fois produits et producteurs d'une société, et nous sommes à la fois autoproducteurs de notre propre personnalité. Et je crois que d'abord, ces trois traits, on peut dire qu'ils existent déjà dans le monde animal. Parce que dans le fond, il y a une idée très importante qu'avait développée Serge Moscovici, c'est que l'évolution qui arrive, disons, l'Homo Homo sapiens n'est pas seulement génétique, anatomique, physiologique, c'est une évolution sociale. Il y a des sociétés de primates, et nous connaissons celles de chimpanzés, de bonobos, de babouins, etc. Ce sont des sociétés primatiques qui ont évolué, qui se sont développées, et donc nous avons ces trois caractères, mais je dirais inséparables. Cela étant dit, moi je crois aussi que toujours poursuivre ce qu'a dit Amundsen, c'est que nous sommes en mesure aujourd'hui de constituer un grand récit. Alors ce qui est amusant, c'est qu'au moment où on peut constituer ce grand récit qui établit à la fois continuité et discontinuité
entre l'histoire de l'univers, celui de la vie et celui humain, les philosophes ont décidé qu'il n'y avait plus de grands récits. Bien entendu, ils avaient en vue un récit marxiste vulgaire qui consistait à dire que l'évolution, ça part du communisme primitif, ça passe par le féodalisme, ça va par le capitalisme, mais en réalité, visant ceci, ils privilégiaient une vision séparée, disjonctive et compartimentée de tout. Ils contribuaient à séparer totalement le physico-chimique, le biologique et l'humain, à un moment où, justement, ils se retrouvaient séparés. Ils se retrouvaient, réunis. Pourquoi ? Parce que c'est très curieux. C'est dans les années 50 que Watson et Crick découvrent que, à partir de, disons, découverte du code génétique, que, dans le fond, l'être vivant est constitué de la même matière physico-chimique que le reste de l'univers. Donc, il n'y a pas de matière vivante, il n'y a pas de substance vivante. Il y a une organisation vivante plus complexe que celle de la matière qui la constitue. Donc, continuité et rupture. Et en plus, nous voyons que, dans le fond, si cette vie est née de la matière physico-chimique, bon, ces molécules ou macromolécules qui se sont rassemblées, elles-mêmes ont une histoire qui est celle de l'histoire d'une étoile, sans doute d'un soleil antérieur au nôtre, où l'atome de carbone s'est forcé. Et puis on peut penser que les particules sont nées au début de l'univers, et que l'univers lui-même est dans une histoire cosmique. C'est les découvertes de Hubble avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui étaient confirmées par Penzias et autres après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez des découvertes. J'ajoute Leakey, qui lui-même préhistorien, découvre un ancêtre humain très ancien qui détruit l'idée que Homo sapiens surgit brusquement comme ça. On ne sait pas comment. Et tout ceci s'est prolongé. Les derniers travaux sont ceux de notre ami Michel Brunet, qui a découvert Toumaï, un bipède forestier, n'est-ce pas, ce qui était tout à fait inattendu. Donc, à mon avis, il y a un grand récit depuis les débuts de l'univers jusqu'à l'homme. Non pas qui est linéairement dirigé vers l'humain, pas du tout, qui est buissonnant, comme l'a dit Amundsen, ça part de tous les côtés, pas seulement les étoiles et les galaxies, mais aussi la vie. Hein, et que dans le fond, cette dispersion, cette diaspora de la matière, disons, cosmique, a son correspondance dans une diaspora de la vie, et que tout ceci... Donc, et que, si vous voulez, on retrouve aussi les mêmes principes fondamentaux. La vie, plutôt l'univers s'est constitué à travers une dialectique d'ordre, de désordre et d'organisation. Et du reste, c'est parce qu'il y avait des désordres, de la chaleur, de l'agitation thermique que se sont rencontrées des particules pour former des atomes, etc. Et que dans le fond, l'ordre, désordre, organisation, d'une façon tout à fait nouvelle, vont se manifester dans l'histoire de la vie, et avec notamment, pas seulement les espèces, les êtres vivants, mais les écosystèmes, et finalement la biosphère, qui est une merveille d'organisation, comportant d'énormes désordres et certains principes d'ordre. Et dans le fond, quand on voit l'histoire humaine, avec les empires, leurs chutes, les catastrophes, etc., on se rend compte aussi qu'il y a la même chose. Et rétrospectivement, nous avons découvert que la vie avait connu des catastrophes aussi terrifiantes que celles de l'Empire romain, puisque dans le fond, à l'époque du Permien, il paraît que 80 ou 90% des espèces ont été anéanties, qu'il y a eu des phénomènes soit d'une météorite, soit volcaniques, qui ont permis l'anéantissement des dinosaures, de ce qui a donné leur chance aux petits rongeurs qui sont nos ancêtres. Donc, si vous voulez, on se rend compte que tout étant fondamentalement différente, et l'histoire de la matière, et l'histoire de la vie, et l'histoire de l'humanité, il y a cette continuité discontinue, ou cette discontinuité continue. Nous sommes dans un grand récit
Mais nous ne sommes pas les produits finaux, disons, le produit d'une intention qui aboutirait à l'humain, encore que certains se demandent, avec ce principe anthropique du mot anthropos, la coïncidence troublante de l'apparition de l'humain dans une planète qui a rendu possible la vie n'est pas qu'un simple hasard, on ne sait pas. De toute façon, il y a encore beaucoup d'inconnus dans notre connaissance, mais nous pouvons nous situer. Alors, il y a aussi un autre... Moi, je dirais, quelle est un petit peu donc la spécificité de l'humain? C'est vrai qu'il y a de l'intelligence, pas seulement chez les animaux, mais chez les plantes. Nous savons maintenant, il y a des communications chez les plantes. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a des communications entre les bactéries, non seulement qui se refilent des petits morceaux de ADN, mais qui en fait se communiquent, sont capables de se rassembler, de faire des agrégats et de se séparer. Nous savons que ce monde vivant grouille d'intelligence, de stratégie, de conscience, on ne peut pas dire, puisque nous ne savons pas exactement ce que c'est notre conscience, mais nous savons qu'elle est liée à notre langage. Mais nous savons que dans cet univers, il y a beaucoup de... Alors, bon, il est certain que, disons, la définition de Homo sapiens, si on définit par la raison, est certain que cette qualité qu'est la raison, la capacité de tirer des conséquences logiques de l'observation de ce qui se passe, existe aussi bien chez l'animal prédateur que chez la proie, etc. Donc, mais il est certain qu'il y a eu une hypertrophie, un hyperdéveloppement de cette faculté à la fois d'Homo sapiens et d'Homo faber liés, c'est-à-dire que ces outils aussi qui existent chez les bonobos, qui existent chez la loutre de mer, qui existent dans tellement d'espèces, nous les avons hyper développés, évidemment, avec les missiles et l'énergie nucléaire. Mais ce n'est pas seulement cet hyper développement que l'on trouve chez l'animal. Moi, je trouve qu'il y a des certain nombre de choses qui pose le mystère spécifique de l'humain, c'est-à-dire qu'en même temps que Homo sapiens est apparu Homo démens. Or, bon, il y a des animaux qui perdent la boule, qui sont fous, on voit des chiens enragés, à la suite, je ne sais pas moi, qu'ils ont pris telle ou telle chose. Mais cette capacité humaine, bon, on peut dire aussi que les chimpanzés peuvent être dans des colères terribles et même se casser la gueule entre eux, c'est vrai aussi. Mais il y a eu cette hypertrophie de l'humanité qui a conduit à ce qu'on appelle, les Grecs appelaient l'hubris, la démesure, la folie des grandeurs. Ces colères qui nous sont beaucoup plus fréquentes que chez les autres espèces, qui sont des moments de folie. Tout ceci est quelque chose d'hyper développé. Et j'ajoute qu'une chose que l'on ne trouve pas à notre connaissance, peut-être que ça viendra dans le monde animal, c'est cet univers de mythologie et cet univers de Dieu et de religion. Car le propre, je crois, de l'humain, et tu vas me dire ce que tu en penses, le propre de l'humain, c'est que dès qu'il y a une communauté humaine dotée d'un langage, c'est-à-dire de possibilités, et de notre langage qui lui est spécifique, il n'y a que deux langages qui sont à double articulation, le langage de l'ADN et le langage que nous parlons, que nous lisons. Les autres langages animaux, ce sont des langages de sons, de gestes, de mimiques, mais il n'y a pas cette double articulation qui permet d'unir des voyelles et pour faire des mots dotés de sens. Donc, il y a ce problème du langage. Donc, pour nous, une communauté humaine dotée de langage, avec ce cerveau humain qui lui-même est surdimensionné, secrète des dieux ou des idées, secrète des dieux, ce qui est normal, on l'a souvent dit, l'homme a créé Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ces dieux qui sont nés de nos esprits prennent une réalité et une force terrible, et ils nous donnent des ordres, et nous leur obéissons. Ils nous disent « tue », nous tuons. Ils nous disent « meurs », nous mourrons. Ils nous disent « prie », nous prions. Ils nous disent « supplie-moi », on les supplie. Mais vous me direz, c'est les dieux, c'est fini. Mais nous avons vu des idéologies, comme celle du nazisme, comme celle du stalinisme, avoir le même pouvoir dominateur sur les esprits
est capable de nous dire de tuer, de mourir, de nous sacrifier, de créer des bourreaux et des martyrs comme toutes les grandes religions du reste. Alors ça, je crois que c'est cet aspect-là qui va être un des aspects très, très particuliers de notre espèce, avec cette capacité ultime que nous avons un peu de concevoir cette folie qui est en nous. Malheureusement, elle est ultime, parce que jusqu'à présent, on a vécu Homo sapiens, Homo faber, on éliminait Homo mythologicus, on éliminait Homo demens, mais évidemment, il y a aussi le troisième aspect que l'on trouve chez les jeunes animaux, mais qu'on retrouve chez les humains adultes, c'est le jeu. C'est le jeu, évidemment, c'est le jeu, nous ne l'avons pas inventé, mais évidemment, nous continuons à jouer de mille façons quand nous sommes adultes, ce qui fait qu'on ne peut pas être réduit à la notion d'homo economicus, qui est une notion qui s'est développée aujourd'hui, mais à laquelle ne peut pas se réduire le genre humain, contrairement à ce que peut penser une certaine idéologie. Alors, moi, je dirais que c'est un peu ça où je verrais l'humain. Cette hypertrophie conjointe de Faber et de Mythologicus ou Religiosus, de Sapiens et de Demens. Ça. Par contre, je verrais comme quelque chose déjà présent dans le monde vivant que l'on croit propre à l'humain, c'est ce qu'on peut appeler la subjectivité. Qu'est-ce que c'est qu'être sujet? Pour nous qui avons un langage, c'est évidemment de dire « je ». Et dire « je », ça veut dire me poser au centre de mon monde. C'est égocentrique. Et on peut dire que tout individu, animal ou humain, a cette tendance, parce que pour se nourrir, pour se défendre, pour vivre, pour survivre, il faut effectivement se mettre au centre du monde. Mais nous voyons aussi que chez les humains, dès la naissance, apparaît le sens du nous ou du tu, c'est-à-dire que le besoin d'abord de la caresse, du regard, du sourire, du bercement de la mère, et très rapidement la fraternité de la famille, le nous va venir avec les copains, dans le parti, dans la religion, etc. Autrement dit, nous vivons au sang, c'est comme si nous avons en tant que sujet deux logiciels antagonistes et en même temps liés, celui du je, moi je, et celui du nous. Le premier est capable de sacrifier tous les autres à nous, mais dans le deuxième, nous savons 1000 exemples dans l'histoire qu'il y a notre capacité de nous sacrifier pour sauver les nôtres, notre famille, notre parti, notre patrie, etc. Donc, voilà ce qui est aussi... Mais ceci existe aussi déjà dans le monde animal, parce que là aussi, une chose très importante, c'est que les sociétés ne sont pas seulement dans le monde des primates. Vous avez des sociétés déjà assez complexes chez les loups, chez des mammifères, vous avez chez des poissons, vous avez chez les dauphins, vous avez chez les oiseaux, et vous avez des rapports très divers de hiérarchie, d'autorité, de concurrence, de fraternité, etc. Et en général, qu'est-ce que c'est qu'une société? Surtout, par exemple, chez les loups, vous voyez que d'un côté, il y a certains individus qui s'affirment, qui vont être les dominants, les mâles dominants, moi, voilà. Mais ces mêmes mâles dominants, devant un ennemi commun, pour la chasse, c'est le nous qui va dominer. Le sens de la collectivité va exister. Donc, on peut dire que dans toute société animale ou humaine, il y a ça. Mais chez nous, ça prend les formes spécifiques dans les conditions de la société humaine. Et donc, voilà. Alors, voici, si vous voulez, mon idée de la spécificité. Là-dessus, je crois qu'il y a une interrogation tout à fait ouverte. Mais c'est à quoi pense mon chien? À quoi pense mon chat? À quoi pense-t-il? Moi, j'ai une petite mouche, quand je suis à la campagne, une petite mouche qui vient de temps en temps. C'est un animal domestique, elle est sur ma table, elle se frotte les mains parfois, elle s'arrête, elle repart, elle me regarde. Mais moi je me dis, à quoi pense cette mouche? Mais cette mouche se dit peut-être, mais à quoi pense ce grand bonhomme? Je ne sais pas, mais je pense que nous n'avons pas sondé
les profondeurs du mystère animal. Je ne veux pas encore vous dire tout ça. Mais bon, moi je m'arrête ici pour vous dire que je crois qu'on peut dire non pas une spécificité humaine comme une sorte de produit qui n'existe, enfin de réalité qui n'a aucun équivalent dans le monde naturel, puisque même notre langage à double articulation a la même structure que l'ADN, qui est le langage le plus élémentaire dans tout être vivant. Donc nous n'avons rien en propre, mais nous avons hyper développé certaines choses, certains éléments, cette folie qui peut exister aussi, mais qui existe surtout chez certains mammifères. Moi, je ne connais pas, sauf sous le fait de, je ne sais pas, de microbes, d'agressions, d'autres animaux devenir complètement dingues. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu des lézards devenir complètement zinzin, enfin, on ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que le mythe, c'est que la croyance, c'est que l'idéologie, c'est que la religion, ça, on ne le retrouve pas. On ne le trouve pas. Bien entendu, il y a des cimetières d'éléphants, on voit qu'il y a des cultures, mais cette chose qui se manifeste aussi bien chez Néandertal, notre cousin, qui effectivement, comme le dit Amundsen, peut-être a trouvé tout seul les mêmes choses que Homo sapiens a trouvé et qui ne les a pas copiées, on peut dire que déjà chez Néandertal, on trouve des morts avec leurs armes et leur nourriture, c'est-à-dire la croyance en une vie après la mort. Et jamais on a vu les éléphants et d'autres animaux, on a vu aller près de cadavres morts. On les a vus souffrir quand un jeune éléphanteau est mort. On a vu, on sait que des chiens sont capables de mourir sur la tombe de celui qui fut leur maître. Nous savons, disons, sur le plan de l'affectivité, de la sensibilité, nous ne sommes pas uniques. Il y a une sensibilité extrême chez nos cousins les mammifères. Mais je dirais, sur le plan de cette croyance que quelque chose existe après la mort, sur ces fantômes, etc., nous n'avons de preuves que seuls nous. Et dans le fond, ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit que dès les sociétés les plus anciennes, on croit soit à la survie du spectre corporel mais immatériel, soit à la renaissance en un nouveau-né animal, et que tout ceci, avec l'histoire, va se métamorphoser dans d'autres religions, et voir apparaître des religions de salut qui sont très très particulières, qui offrent l'immortalité et qui dans le fond aujourd'hui ne sont que deux, enfin c'est-à-dire christianisme et l'islam. Et quand on voit après cette réflexion sur la mort qui apparaît de la critique de la religion, ça, je crois que nous sommes en plein dans l'humanité, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Merci Edgar, on gardera cette image de la mouche, hein, ça fait penser à ce que disait Montaigne sur le chat. Quand je caresse mon chat, est-ce moi qui caresse le chat ou est-ce que c'est le chat qui se caresse à moi? Donc peut-être peut-on appliquer ça à la mouche. Donc la question de la spécificité de l'humain est une question pour le moins abyssale, mais enfin on gardera quand même cette idée de ne pas réduire l'humain simplement d'abord à un point de finalité d'un processus. Le grand apport de Darwin, c'est quand même la critique du finalisme, même si d'autres n'en ont pas tiré toutes les conséquences, Marx par exemple. On gardera peut-être cette idée que l'imaginaire humain est capable de s'externaliser. Il existe dans des mythes, notre imaginaire existe dans les représentations artistiques. C'est peut-être ce qui caractérise la culture humaine. Après cela, peut-être, Jean-Claude veut-il réagir à ce que vient de dire Edgar, mais on pourra passer à un deuxième volet peut-être, après avoir essayé de dégager la spécificité de l'humain, se poser la question de l'intervention de l'humain dans le biologique, car le fait que le corps soit formé par la culture, c'est une très vieille affaire. Mauss l'avait montré de manière exemplaire. Mais aujourd'hui, les moyens d'intervention dans le vivant, les manières, à la limite, d'une véritable intervention technique dans le vivant est quelque chose qui pose le problème du corps faustien, de l'esprit faustien. Enfin, on peut... Jean-Claude Desmézènes. Merci. Alors, quelques remarques peut-être. D'abord sur la guerre, sur la violence gratuite. Les seules espèces animales dans lesquelles ces phénomènes sont mis en évidence, c'est les chimpanzés. Donc ce sont les seuls qui fabriquent des armes, des lances, et qui sont capables d'aller détruire une colonie voisine en tuant tous les membres de la colonie, sans qu'il y ait, pour nous,
de raisons perceptibles et de bénéfices particuliers. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour ça que France Deval dit que nous sommes peut-être des primates bipolaires, ce que tu évoquais, c'est que nos deux cousins les plus proches, d'un point de vue généalogique, ce sont les chimpanzés d'une part, hiérarchie, violence, et ce sont les bonobos. Hiérarchie douce, la façon d'accueillir l'étranger, c'est les jeux sexuels et pas la guerre. Et que donc, au fond, nos deux parents les plus proches ont ces comportements qui sont apparemment opposés et dont nous avons peut-être hérité de manière apparemment contradictoire. Le deuxième, c'est juste sur la critique du finalisme. Je crois que, comme toute la science moderne, Darwin, son projet n'était pas de critiquer le finalisme, c'était de montrer qu'on peut avoir une explication du monde et de son origine sans avoir besoin de recourir à l'idée de finalité ou d'intention. Et paradoxalement, d'ailleurs, disait-il, c'est de là que naît l'approche scientifique la plus riche, parce que lorsque nous pensons que ce qui existe est le fruit d'une intention ou d'une finalité, tout ce que nous pouvons dire, disait-il, c'est ainsi parce que cela devait être ainsi. Et donc la démarche scientifique consiste justement à voir si on peut expliquer indépendamment d'un projet ou d'une finalité, simplement par des relations de causalité. Donc c'est pas je dirais la démonstration qu'il n'y a pas de projet ou qu'il n'y a pas d'intention qui est hors du champ de la science. C'est le pari qu'on comprend d'autant mieux ce que nous sommes et ce qu'est le monde si on ne recourt pas à cette idée de projet. Juste un mot sur le principe anthropique, parce que je trouve ça étonnant. C'est une approche de physiciens et d'astrophysiciens. Pour des évolutionnistes ou des biologistes, c'est une approche très étrange. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous tous qui sommes dans cette salle, nous tous qui sommes sur cette terre aujourd'hui, non seulement nous, humains, mais l'ensemble des êtres vivants qui y sont le fruit d'un miracle totalement improbable si on les prend au point de départ. C'est-à-dire, pour le dire en quelques mots, nous sommes tous les descendants d'une énorme lignée d'ancêtres qui s'étend au lion de 3,5 milliards d'années et dont aucun ancêtre n'est mort avant d'avoir donné naissance à au moins un descendant. Le nombre d'êtres vivants qui meurent en permanence sans donner naissance à un descendant est énorme. Il se trouve que si nous sommes là, de manière totalement tautologique, triviale, c'est parce qu'aucun de nos ancêtres, depuis les bactéries les plus lointaines, il y a 3,5 milliards d'années, n'est mort avant d'avoir donné au moins naissance à une descendance. Donc nous sommes le fruit je veux dire, en termes de probabilité, c'est une probabilité absolument totalement infime, absurde. Est-ce que ça veut dire que parce que nous sommes là, alors que la probabilité était nulle, c'est qu'il y a dû avoir, pendant ces 3,5 milliards d'années, quelque chose qui a fait qu'à chaque moment, dans chaque catastrophe, au cours de la vie, dans chaque maladie, dans chaque guerre, aucun de nos ancêtres n'est mort avant d'avoir? Ou est-ce que c'est simplement le résultat d'un certain nombre d'effets contingents qui fait que nous ne pouvons pas ne pas avoir émergé, mais pas parce que il y avait tout au long une nécessité que nous émergions, tout simplement parce que le fait que nous sommes là rend irréversible ce qui était totalement incertain. Donc je trouve que les astrophysiciens qui disent, voyez, si les constantes de l'univers avaient été réglées légèrement différemment, en d'autres termes, si l'un de nos ancêtres était mort il y a 200 000 ans, 300 000 ans, 500 000 ans, 1000 ans, 10 ans, 100 ans, juste avant de donner naissance à un descendant, on ne serait pas là. Donc comme nous sommes là, ça ne peut pas être un hasard que les constantes cosmologiques soient exactement ce qu'elles sont. Donc je crois que c'est, en tout cas en biologie et en évolution, c'est une façon extrêmement étrange de prendre le problème. En astrophysique, ça semble pour une partie des astrophysiciens une façon de poser le problème qui, à mon sens, est une façon non scientifique de poser le problème. Encore une fois, il est possible que nous soyons là parce qu'il y avait une intention, une finalité qui a fait que nous soyons tous là et que la Terre ait existé, etc. Mais c'est hors du champ scientifique. Et donc je pense que c'est aussi bien hors du champ scientifique en astrophysique que ça l'est. C'est pas pour ça que c'est tout simplement, je crois qu'une approche scientifique ou une approche par la connaissance et non pas par la foi, par l'interrogation mystique, par la réflexion philosophique, ne peut pas apporter de réponse. Et que quand elle tente d'apporter une réponse, elle introduit dans la démarche scientifique quelque chose qui est hors du champ de la science. Ce qui était d'ailleurs, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est très intéressant parce que c'est ce qu'a fait le co-découvreur de la théorie de l'évolution du vivant, qui était Alfred Russel Wallace,
qui a découvert la même théorie que Darwin 20 ans après Darwin, parce que Darwin s'était tu pendant 20 ans, parce qu'il avait peur d'être trop scandaleux en publiant la théorie qu'il avait élaborée. Donc Alfred Russel Wallace a eu la même idée, lui a envoyé un manuscrit en lui demandant s'il pouvait l'aider à le publier. Darwin a été effondré, les deux manuscrits ont été publiés ensemble, et Darwin a écrit L'origine de l'espèce, qui voulait intituler « Résumé » etc., parce que c'était un tout petit résumé qu'il a écrit très vite en 18 mois, alors qu'il était en train d'écrire un livre énorme. Alfred Russel Wallace est le co-découvreur de la théorie de l'évolution du vivant. Une dizaine d'années après, il y a une rupture profonde avec Darwin. Pourquoi ? Parce que pour des raisons scientifiques intéressantes, qui touchent à la valeur qu'on donne à l'adaptation, Wallace considère d'un seul coup qu'il est impossible, ce qui revient à notre discussion tout à l'heure, que l'humanité, l'espèce humaine, ait émergé à partir de primates non humains, à partir des mêmes mécanismes et des mêmes lois qui ont fait émerger l'ensemble du monde vivant. Et donc il dit, comme c'est impossible, et le raisonnement est intéressant, c'est une question d'adaptation, son idée, c'est que l'évolution ne maintient vivant et ne permet la propagation que de ceux qui sont tout juste adaptés à leur environnement. Et il dit, sommairement, comment imaginer qu'une intelligence capable d'écrire Hamlet, de construire des cathédrales ou de peindre comme au Quattrocento ait pu se propager dans la savane, alors que ses capacités n'étaient pas du tout indispensables pour survivre. Donc c'est une vision très particulière de l'adaptation, qui a eu des héritiers d'ailleurs. Et il dit, comme c'est pas possible, au lieu de dire la théorie de l'évolution que j'ai co-découvert avec Darwin me semble incapable d'expliquer pourquoi nous sommes là, il dit j'ai la réponse, et il écrit un article scientifique, c'est intéressant. Il dit la réponse, c'est une intelligence surnaturelle a fait de l'élevage, de la sélection artificielle, à partir de primates non humains, et donc il divise l'évolution du vivant en une évolution darwinienne, wallacienne, jusqu'à nous, et après il y a une intelligence supérieure. Et ce qui est intéressant, c'est pas que, après tout, je veux dire pourquoi, c'est qu'il le prend comme une démonstration scientifique de notre émergence. Et donc, il fait rentrer dans un travail scientifique quelque chose qui est d'ordre métaphysique et qui n'est pas scientifique. Et je trouve qu'il y a dans le principe anthropique quelque chose d'un peu similaire. Hein. C'est-à-dire, il y a un mystère, il y a une interrogation sur comment se fait-il que ce qui est soit. Et la réponse, c'est car il ne pouvait pas en être autrement. Mais la réponse, car il ne pouvait pas en être autrement, n'est plus de la science. Elle est de l'ordre de la métaphysique. Et un mot sur ce qui était très beau, sur ce que tu as évoqué sur l'autre, le jeu. Hein, dans la généalogie de l'homme, Darwin postule que l'origine de ce que nous avons, de ce qu'il considère que nous avons de plus humain, c'est-à-dire la capacité de partager nos subjectivités, la sympathie, la capacité d'aider l'autre, la capacité de ressentir ce que ressent l'autre, c'est-à-dire au fond la construction d'une vie collective, qu'elle soit mentale ou qu'elle se traduise par des actes, vient en fait de la néothénie. C'est-à-dire, dit-il, dans chaque espèce, et il y a d'innombrables espèces, où par hasard un jour, des enfants sont nés dans un état d'immaturité qui fait qu'ils ne pouvaient pas survivre seuls, et que donc tous ceux dont les parents ne se sont pas occupés n'ont pas eu de descendants. Si par hasard, il y avait à ce moment, chez certains des parents, en général chez la mère, une capacité à percevoir les besoins de cet être totalement vulnérable et de lui porter secours, à ce moment, ces espèces se sont propagées. Et donc, l'immaturité, disons, la vulnérabilité à la naissance, qui fait que nous, mais beaucoup d'autres espèces, dans beaucoup d'autres espèces, il n'y a pas de possibilité de vivre, de commencer à vivre, si d'autres ne se sont pas occupés de nous, n'ont pas eu le souci de nos besoins, et pour lui l'origine de ce qu'il appelle les instincts sociaux, l'intersubjectivité. Et c'est aussi l'origine du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où, au cours du développement d'un enfant, des adultes assurent sa sécurité, sa nourriture et le protègent, eh bien, toute une série d'expériences peuvent être faites sans qu'elles se traduisent en termes de vie ou de mort. Si vous naissez adulte et que vous devez vous débrouiller dès la naissance, eh bien, le jeu, c'est plus un jeu, ça, c'est vivre dans le vrai monde. Si vous ne trouvez pas de nourriture, vous êtes mort. Si vous avez un prédateur, vous êtes mort. Et donc, cette phase de vulnérabilité et donc de protection dans un environnement d'adulte est le début du jeu, c'est-à-dire au fond de l'apprentissage gratuit
des interactions avec les autres et avec le monde. Il y a quelque chose d'autre qui est très touchant, c'est que, au fond, la première, se nourrir pour un nouveau-né chez les oiseaux, chez les mammifères et dans d'autres espèces et chez nous. Alors c'est vrai que chez nous, la néoténie est la plus prononcée, hein, sans doute parmi tous les animaux, mais elle n'est que la plus prononcée. Hein, c'est-à-dire que la durée de notre immaturité, de notre vulnérabilité est plus longue que dans d'autres espèces, mais elle n'est pas différente en tant qu'existante. Et donc, en fait, se nourrir, ça n'est pas pour un petit bébé, pour un oisillon, se nourrir, c'est recevoir de la nourriture de sa mère ou d'un adulte qui s'occupe de lui. Et donc, dès le début, les interactions avec le monde sont des interactions avec d'autres. Et donc, après, il y aura une véritable interaction avec le monde. Mais au début, et un certain nombre d'éthologues et de neuroscientifiques considèrent aujourd'hui que les premières sensations de plaisir, de douleur, de peur et d'espoir sont inscrits dans la relation avec la mère ou avec les adultes qui s'occupent, et pas dans ce qui survient véritablement au corps. Au fond, avoir faim, quand mon corps me dit que j'ai faim, c'est que ma mère ne m'a pas apporté à manger. Quand mon corps me dit que j'ai froid, c'est que mes parents ne m'ont pas recouvert ou que la maman souris ne m'a pas ramené dans le nid. Et donc, dès le début, au fond, ce que je sens comme survenant en moi est intrinsèquement lié à ma relation à l'autre. Et donc, il y a cette idée du jeu et du tu qui est là. C'est-à-dire, au fond, que nous ne nous pensons pas, sans doute dès le début, comme des êtres autonomes, mais que ce que nous appelons l'autonomie, la subjectivité, le jeu, se construit dans une relation qui, au début, est à l'autre. Et alors, si on va un tout petit peu plus loin, pour terminer, les réseaux miroirs, qui ont été découverts par Izzolati chez les macaques avant d'être découverts chez les êtres humains. C'est quand même intéressant que la capacité à vivre en soi ce que l'autre exprime non seulement est une propriété animale, mais qu'elle a été découverte chez l'animal avant d'être découverte chez l'homme, veut dire que les autres vivent en nous. Et que donc, quand je fais un geste, ou quand je vous vois faire le même geste, ce sont les mêmes réseaux de neurones qui commencent à s'activer et qui s'interrompent au début du geste que je vais faire. Donc c'est tout ce qui se passe avant, quand on regarde par exemple des personnes qui sont en train de regarder des photos de personnes en train de sourire de manière subliminale. La photo a été présentée un temps trop court pour que les personnes sachent qu'elles l'ont vue, mais elles l'ont vue de manière inconsciente. Eh bien, si la photo est une photo d'une personne qui sourit, non seulement les réseaux miroirs se mettent en route, mais si on étudie la contraction des muscles, les personnes sont en train d'ébaucher un sourire. Mais ce sourire reste quasiment invisible parce que c'est le début de l'action motrice. Et donc, d'une certaine façon, voir quelqu'un faire quelque chose ou le faire soi-même n'est pas à un niveau élémentaire distinguable. On pourrait presque dire que je ne sais pas si je suis en train de ressentir quelque chose parce que quelqu'un est en train de sourire ou parce que je suis en train de sourire. Alors après, par réflexivité, je peux construire le fait que c'est moi à cause de l'autre ou que c'est moi et pas l'autre. Et donc je crois que cet ancrage totalement inconscient, totalement implicite, qui fait que nous sentons avant de savoir que nous sentons. Il y a, je pense, quelque chose d'abord qui est extrêmement important dans ce lien qui nous rattache tout au long de notre vie. Mais je me demandais en t'écoutant s'il n'y a pas un lien dans cette capacité universelle, en tout cas dans les cultures que nous connaissons, de se projeter sur un autre qui n'est pas là, mais dont nous sommes persuadés qu'il est là. Cette tendance de voir dans un nuage un visage, cette tendance de voir quand un tronc d'arbre ressemble à un nuage, à un visage, on voit le visage avant de s'apercevoir qu'on s'est trompé. On le ressent, on le vit. Et donc dans le fait que tout ce que nous vivons est vécu en lien étroit avec ce que nous ressentons et projetons sur les autres, je veux dire, cette capacité que nous avons à projeter dans les nuages, dans l'invisible, une présence que nous cherchons ou que nous sentons alors que nous n'avons pas de manifestation directe, je pense qu'il y a peut-être un lien avec cette capacité, alors encore une fois non spécifiquement humaine, mais qui chez nous prend des formes particulièrement élaborées, sans doute en partie à cause de la durée de cette période d'immaturité où nous explorons les autres et le monde. Alors un dernier point, est-ce que les animaux non humains... c'est intéressant d'ailleurs de savoir s'il y a des animaux non humains ou s'il y a des animaux et des humains.
C'est aussi une façon de se poser la question de la manière dont nous voyons le monde. Est-ce que ça nous est propre et spécifique, ou est-ce qu'il y a chez les animaux, qui sont liés par ces relations d'intersubjectivité, aussi une recherche d'une présence qui n'est pas forcément une présence visible? Alors évidemment, il n'y a pas de preuve. Et je crois juste alors, une note humoristique. Dans le long passage, dans la quinzaine de chapitres que Darwin consacre au propre de l'homme, à ce qui nous diffère des animaux, son problème, c'est la continuité. Donc en gros, comme le disait Edgar Morin, si notre langage est particulier, mais qu'il n'a pu émerger que d'une autre forme de langage, c'est qu'il n'est pas radicalement différent. Il est né d'une transformation, d'une variation sur un langage précédent. Donc le grand problème de Darwin, c'est est-ce que ce qui nous rend humains, en gros, c'est pas difficile de voir la ressemblance entre un squelette de chimpanzé et un squelette humain. On voit comment on peut passer de l'un à l'autre. Passer de représentation mentale humaine à des comportements d'animaux, c'est beaucoup plus difficile. Donc tout le thème, toute une partie du thème de la généalogie de l'homme, c'est est-ce qu'il y a vraiment des caractéristiques humaines qui, comme le pensait Wallace, ne peuvent pas être conçues comme étant des modifications de ce qui préexistait, mais comme étant radicalement nouvelles. Et donc son problème, c'est de montrer qu'il y a des reflets, il y a des prémices, il y a des choses qui ressemblent. Et il aborde tout, hein, le sentiment esthétique, les cultures, etc. Et puis il aborde le mysticisme, les religions. Et il dit ça, chaque chapitre commence en disant ça, c'est évidemment spécifique de l'humain. Et puis il fait son chapitre, et puis il dit, ben non, c'est assez joli d'ailleurs, il dit, c'est une différence de degré et pas de nature. Et puis il aborde la religion. Et il dit, là vraiment, je ne sais pas du tout. Mais parfois, en regardant mon chien, je m'interroge, parce qu'il me semble que mon chien a, à mon égard, un comportement, un sentiment d'attente, un sentiment de respect, un sentiment d'étrangeté qu'il n'a à l'égard d'aucun des autres êtres vivants qui l'entourent. Alors, est-ce que, pour mon chien, d'une certaine façon, il me voit un peu comme nous voyons des divinités? Je crois qu'on va être obligé de remettre à une autre fois le deuxième volet sur l'intervention de l'humain dans le biologique, parce que nous devons absolument laisser la salle à 8 heures pile. Donc voilà, donc il y a deux solutions. Voilà, donc 2 mots, et ensuite il y aura peut-être le temps pour 1 ou 2 questions. Edgar. Oui, alors, tout d'abord, cette question de la finalité, moi je pense exactement comme toi qu'il n'y a pas de finalité dans l'univers, qu'il n'y a pas une intention particulière, qu'il n'y a pas une intelligence préalable et supérieure, mais il y a ce phénomène qui a été détecté justement par les biologistes, sur lequel Monod a beaucoup insisté, et qu'il a appelé la téléonomie pour la différencier de la théologie, de la téléologie, pardon. Alors, la théologie, c'est de penser qu'il y a des fins derrière. Disons, c'est un peu la vision de Teilhard de Chardin, qui pense que, dans le fond, l'univers est animé par une recherche du point oméga, du point suprême, etc. Bon. Alors moi, je suis de ceux qui n'y croient pas, mais je n'ai aucune preuve, et aucune personne n'a aussi de preuve. Nous pensons que, moi je crois beaucoup plus, comme Spinoza, que c'est la nature qui est créatrice. Mais cela étant dit, il est vrai qu'avec l'apparition de la vie, on voit apparaître les finalités, se nourrir, se reproduire, manger, copuler, aimer, etc. Autrement dit, la vie a introduit ses finalités propres. Et c'est des finalités individuelles comme finalités aussi sociales. Aujourd'hui, la finalité officielle, c'est la croissance, c'est le développement. C'est peut-être une finalité délirante, mais enfin, c'est une finalité. Donc, je crois qu'il faut tenir compte aussi de cette différence entre téléonomie et téléologie. La deuxième chose, c'est cette idée de néothénie qui a été formulée par Bolk, je crois, dans les années 1920, et qui est un type aussi absolument génial, parce que, disons, l'idée fondamentale, c'est que l'adulte humain a les caractères de l'enfant singe. C'était un peu ça. Et en effet, quand on voit l'enfant singe, il a le visage droit, il a le front droit, il n'a pas de poils,
Et donc, nous sommes, enfin, déjà il y a eu ce livre, Le singe nu, n'est-ce pas? Mais le fait aussi que dans cette néoténie, nous avons ce problème, disons, du prépuce, n'est-ce pas, qui fait que, alors que chez les singes, il est séparé, n'est-ce pas, du gland, alors que et ce qui est très curieux dans l'humanité, c'est que dans beaucoup de sociétés, on termine l'œuvre de la nature par la circoncision. C'est bizarre, mais enfin c'est comme ça. Alors, donc, alors à ce moment-là, dans le processus de l'évolution, il y a un phénomène régressif qui est progressif. Il faut retourner aux sources. Il faut toujours retourner aux sources créatives. Il faut retourner aux sources de l'enfance. Hein? Il y a un côté presque évangélique, n'est-ce pas, si vous n'êtes pas comme de petits-enfants, etc. Bon. Et alors, je pense que c'est une idée très importante et qui a été apportée par Bolk et que, dans le fond, nous devons intégrer assez profondément, puisque elle est notre destin. Mais tu as raison, c'est pas... D'ailleurs, le phénomène a été découvert dans un lac mexicain avec le phénomène des axolotes, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à l'état adulte. Ils restent à l'état larve. C'est comme s'ils imaginaient que des têtards n'arrivent pas à devenir grenouilles, ils vont rester têtards. Ils vont quand même se démerder. Hein, ils vont quand même enfin, c'est un peu ça. Alors, là aussi, je crois que là aussi, c'est important d'utiliser cette découverte assez récente des réseaux miroirs, c'est-à-dire du fait que nous mimons inconsciemment, disons, ce que fait notre interlocuteur, etc., et que peut-être un observateur très fin pourrait discerner notre... Alors, ça me fait penser à l'exemple, au cas de Clever Hans, le cheval mathématicien. Alors là aussi, c'est un problème. C'est peut-être pas peut-être que ce cheval n'a pas de neurones miroirs, mais enfin, les cas intéressants. C'est-à-dire qu'il y avait dans un spectacle de foire, un spectacle d'un cheval mathématicien qui s'appelait Hans, le Clever Hans, et qui résolvait des problèmes de multiplication. On lui disait 42 multiplié par 37, et avec son sabot, il donnait d'abord les unités, et puis les dizaines, et puis les centaines. Le résultat était très bon. Alors les scientifiques se sont dit, il y a quelque chose là-dedans. Nous posons, nous, la question à Clever Hans. Et les scientifiques ont posé la question, et Clever Hans a impeccablement répondu à la question. Alors l'un des scientifiques a dit, bon, on va mettre un paravent entre Hans et nous. Et quand ils ont posé la question et que Hans était incapable de voir le visage du questionneur, il n'a pas pu répondre. Ça veut dire que c'était un cheval, non pas mathématicien, mais très psychologue. C'est-à-dire par des signes imperceptibles du visage du questionneur, il sentait là où il avait donné la bonne réponse et il passait aussitôt aux dizaines, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intuition. Bon, ce type d'intuition que nous, en général, que certaines personnes dites intuitives distinguent, parce que sans pouvoir le formuler en termes objectifs, elles ont vu ces je ne sais quoi imperceptibles sur les lèvres, dans le regard, dans les contractions musculaires de son muscle du visage. Elle a compris ce que cette personne sentait et qui elle-même, sans doute, est liée à l'action des neurones miroirs. Et alors donc, à ce moment-là, nous avons ce problème très, 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 très important d'un type de connaissance subtile, qui est la connaissance intuitive, mais qui, alors, nous ramène encore au monde animal, parce que nos chiens et nos chats, ils ont cette connaissance intuitive à des petits signes imperceptibles. Voilà ce que je... Donc, de manière très, très rapide, voilà. Vraiment deux, trois questions très courtes et des réponses elles-mêmes synthétiques. Vous parliez de l'humain étant l'humain démence, on peut se demander donc si c'est une espèce dégénérée, mais les animaux, au-delà des neurones miroirs, ils ont ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire l'aptitude des animaux à se mettre à imaginer ce que vos intentions. Ça va beaucoup plus loin que la simple perception de signes pour indiquer une bonne ou une mauvaise réponse ou percevoir ce que vous sentez. Donc aujourd'hui, vous disiez pour distinguer, on va dire, l'animal de l'humain, que l'animal n'a pas de langage. Les animaux ont plein de langage. On vient de se rendre compte très récemment, on pensait les baleines être des êtres solitaires, qu'en fait ce sont des êtres sociaux. Simplement, leur territoire est
de milliers de kilomètres carrés, et qu'en fait elles communiquent simplement, ils ont des langages, mais qu'on ne perçoit pas aujourd'hui, que ce soit les ultrasons, les ondes, certaines formes de lumière, etc. Donc, et quant au phénomène idéologique ou artistique, on s'aperçoit dans de nombreuses parades animales aujourd'hui qu'ils ont justement un phénomène artistique pour attirer les femelles, et que la femelle va choisir en fonction de ça son mâle. Donc peut-être que là, il y a peut-être quelque chose là d'ordre idéologique ou artistique que nous ne percevons pas, puisque nous ne les comprenons pas. Dernière question. Dernière question et... Pardon. Vous parliez tout à l'heure, vous définissiez l'homme comme quelqu'un qui a une certaine inflation, vis-à-vis d'une inflation mythologique, une inflation de la raison, qui sont, alors vous me direz, hein, peut-être que je me trompe, mais de méthodes d'accès à la connaissance ou de méthodes d'accès à l'information, en fait, de types d'information, la mythologie et la raison. Et dans L'homme et la mort, vous disiez que la mortalité, en tout cas la recherche d'immortalité, se heurte grandement à la mort quantique, en fait à la partie de la mort quantique, ce que vous appelez la mort quantique. Et j'ai fait un parallèle, un lien, et vous me direz s'il a lieu d'être ou pas du tout, mais dans la définition de la physique quantique, justement, le problème, c'est que l'information n'a pas de lieu. Donc l'information n'a pas de support physique dans la physique quantique. Et est-ce que c'est pas là dont vient la difficulté? Est-ce que vous feriez ce lien ou est-ce que c'est absolument hors sujet? Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est pas des travaux, il y a un très beau chapitre dans la généalogie de l'homme de Darwin sur ce qu'il appelle l'émergence du sens esthétique. Et il fait émerger le sens esthétique dans justement la perception de plus en plus fine et de plus en plus raffinée de ce que nous appelons beau, nous, comme observateurs, et qui est attirant dans les parades nuptiales, dans toute une série d'espèces animales. Hein. Donc c'est toujours la question de attirant, nous l'appelons beau, mais il y a ce sens le fait que certaines des caractéristiques que nous trouvons belles sont aussi trouvées plus belles que d'autres par certains animaux. Donc que ça soit le langage, moi ça m'a toujours frappé pour le langage, c'est les Grecs appelaient barbares ceux qui ne parlaient pas leur langue. Nous, les Polonais les appelaient les muets, les Allemands, puisqu'ils ne parlaient pas la langue polonaise. Et donc, ce que je trouve très paradoxal, c'est que les chiens comprennent notre langue. Nous ne comprenons pas la langue des animaux. Et parce que nous ne comprenons pas la langue des animaux, nous disons qu'ils n'ont pas de langue. Alors, absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. C'est pas parce que nous ne la comprenons pas qu'ils en ont une. Mais c'est pas parce que... Bon, ce qu'on trouve, c'est des modalités de syntaxe, des modalités de... Mais, je veux dire, du langage au sens où nous l'entendons, on n'a pas le grand paradoxe, c'est que on ne sait pas si l'élaboration d'une syntaxe, par exemple chez certains oiseaux, qui est très raffinée, est une forme de syntaxe qui est celle que Bach élaborait dans ses cantates, c'est-à-dire au fond c'est une syntaxe musicale, émotionnelle, ou si c'est une syntaxe de sens. Mais c'est pas parce que nous ne savons pas aujourd'hui s'il y a en plus de la musique du sens et de l'expression émotionnelle, qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Donc je crois que c'est la grande difficulté, si vous voulez, c'est la controverse pour savoir si les Indiens en Amérique ont une âme. La subjectivité, on a parlé de subjectivité, le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de critère objectif de l'existence d'une subjectivité. Il n'y a que des corrélats. Et donc l'intersubjectivité repose sur un pari. Penser que vous avez une subjectivité, c'est le pari que nous faisons à cause de toute cette expérience que nous avons vécue, qui est l'intersubjectivité. Lorsque la question est, est-ce qu'un chien a une subjectivité, est-ce qu'un poisson a une subjectivité, est-ce qu'une mouche a une subjectivité, est-ce qu'une machine qu'on a construite a une subjectivité? Comment est-ce que nous serions capables de répondre à cette question? Il n'y a pas de critère objectif. Et donc, on est dans l'ordre du pari. Et je pense qu'on devrait être dans l'ordre de l'humilité, hein, c'est-à-dire chercher à comprendre ce qu'on ne comprend pas sans préjuger de son absence ou de son existence, hein, une attitude ouverte. Donc je pense que ce que vous dites, je le partage tout à fait. En gros, un oiseau n'est pas une baleine et n'est pas un être humain. Mais il n'y a pas l'humanité et le reste du monde vivant. Il n'y a que des singularités
dans les rapports au monde. Notre rapport au monde est très singulier, comme l'est celui d'autres êtres vivants et d'autres espèces vivantes. Nous pouvons nous le raconter, hein, ce que tu disais. Depuis Darwin, l'histoire de notre naissance est devenue une discipline historique. La science est devenue, l'histoire est devenue une partie intrinsèque de la science. Et l'histoire, c'est l'histoire des métamorphoses. Comme hier est différent d'avant-hier et d'avant-avant-hier, eh bien, il y a de l'histoire. Parce que là où la contingence intervient, eh bien, il y a des bifurcations de ce qui se passe. Donc, c'est un récit. Nous pouvons nous raconter le récit du monde, y compris réinventer le récit d'un monde où personne n'était présent. Nous ne pouvons pas nous raconter le récit que pourraient se raconter les autres êtres vivants. Donc, je pense qu'on est dans une situation d'humilité. Je pense que toute l'aventure de l'éthologie moderne, c'est cette attitude d'humilité, c'est-à-dire cette attitude d'interrogation. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que tant qu'on pensait que seul l'homme est capable de se reconnaître et la femme dans un miroir, on était sûr, tous les travaux montraient qu'aucun autre animal ne le faisait. Et puis d'un seul coup, on a trouvé que si un chimpanzé pouvait le faire, mais ça c'était normal, c'était notre plus proche cousin. Et puis le temps a passé, et on s'est aperçu que des animaux qu'on considérait comme intelligents, les grands éléphants, et les dauphins étaient aussi capables. Bon, c'est un peu rassurant, ils sont intelligents. Et puis, plus récemment, on s'est aperçu que les pivoleuses se reconnaissaient dans les miroirs. Et là, et donc, à partir du moment où on se pose la question, on commence à avoir des réponses surprenantes. Tant qu'on est persuadé que ce n'est pas le cas, on se pose les questions avec une telle réticence qu'on n'observe pas la réponse. Mais je pensais à une chose, juste pour ce que tu disais, néothénie. Il y a deux aspects. Il y a la néothénie, nous ne cessons d'être des enfants. Et donc, certaines caractéristiques de l'enfance, le jeu, l'imagination, l'interaction, restent sans doute beaucoup plus prégnants chez nous que dans d'autres espèces. Mais il y a aussi la période de dépendance. Un tétard est néothénique, mais il ne dépend pas des autres pour pouvoir survivre. Et donc, je crois que cette période de dépendance et de vulnérabilité, qui est très longue aussi dans l'espèce humaine, qui est peut-être la plus longue, s'ajoute à cette néothénie. C'est-à-dire, il y a la partie néothénie, vulnérabilité totale, besoin total de l'autre. Et puis, il y a la partie, on ne cesse de ne pas devenir adulte. Hein, c'est assez beau ce que tu dis. C'est-à-dire, au fond, c'est cette éternelle jeunesse. Mais je me demandais, pour revenir à la pensée complexe, si cette idée de vulnérabilité, du besoin de l'autre, qui nous construit tous, en tout cas au début de notre vie, n'était pas, au fond, assez liée à la pensée complexe, qui pose le besoin des autres regards, le besoin des autres perspectives, le besoin des autres approches comme indispensable à notre propre vision subjective. Et je me demande s'il n'y a pas ce lien. Au fond, nous naissons tous dans des croisements de regards où notre regard se construit par l'intermédiaire des autres. Un bébé à qui on ne parle pas ne parlera jamais. Et au fond, peut-être qu'il y a une forme d'arrogance au fur et à mesure que nous grandissons, de croire qu'une seule approche, une seule discipline, une seule vision du monde peut suffire et se substituer à toutes les autres. Donc il y a peut-être quelque chose qui revient à cette prime jeunesse dans cette idée de la pensée complexe, qui est le besoin des autres. Oui, tu ajoutes un mot à la question qui t'a été posée sur la mort. Mais avant de répondre, je suis pris dans ce jeu-là, parce que, disons, c'est vrai que cette fragilité humaine, cette vulnérabilité. Rousseau l'avait dit, il dit « Je vois un animal qui ne sait pas courir comme les autres, qui ne sait pas voler, qui n'est pas cuirassé, enfin, qui est tellement infirme. » Bon, évidemment, il a dû se débrouiller par d'autres moyens et il a été poussé dans cette infantilité. Il y a ce côté... mais il y a aussi cette idée merveilleuse qui découle de Bolk aussi, c'est l'inachèvement humain. C'est-à-dire que nous sommes inachevés de toute façon, même adultes, même quand nous croyons des grands sages. Alors, je veux dire aussi deux mots avant de parler de la mort sur l'esthétique, parce que c'est vrai que nous sommes capables de projeter sur des toiles, sur des instruments, enfin, nous projeter la musique, la peinture, la littérature, etc. Bon. Et que tout ceci est lié à l'imaginaire, lequel imaginaire n'est pas seulement de l'imagination, mais transposer le réel en image. Bon. Et que, alors là, nous arrivons, les animaux, enfin les mammifères, rêvent.
Et même, je crois que c'est Jouvet qui a des rêves de chat, qui sont des rêves un peu stéréotypés. Ou bien il rêve qu'il attrape une souris, ou bien il rêve qu'il rencontre une chatte. Alors que nous avons bien entendu des thèmes obsessionnels dans nos rêves, mais enfin, nous avons une capacité délirante. Et ça revient aussi à cette spécificité humaine, cette capacité de prolifération de l'imaginaire, qui lui-même est lié à la prolifération des dieux dans toutes les sociétés humaines. Et c'est cette prolifération qui elle-même permet la projection dans des œuvres qui vont devenir des œuvres artistiques et qui vont nous apporter l'émotion esthétique. Mais je dirais que l'émotion esthétique précède l'art. Je crois aussi que, disons, elle existe devant un coucher de soleil, une montagne, etc., même pour nos ancêtres. Mais la question, c'est des animaux. Je crois que certains animaux, notamment dans le monde des oiseaux, ont un souci esthétique extraordinaire dans le plumage, dans leur toilette, le paon, le faisan. Alors, est-ce que c'est uniquement pour séduire la paonne ou la faisane? Bien sûr, tout ça c'est lié à des rituels de cour, mais aussi, c'est sans doute, pourquoi se faire plaisir? Je veux dire que était-il nécessaire d'un tel attirail, d'un tel déploiement de couleurs, de tel... il suffisait peut-être de tourner autour de la femelle, de lui dire « tu viens chérie », et puis voilà. Bon, mais il est évident que nous avons aussi une esthétique liée à l'amour. Quand nous avons un rendez-vous amoureux, nous nous faisons beau, etc. Mais je crois que le sentiment esthétique dépasse les conditions de la reproduction et de la sexualité. C'est un sentiment qui va apparaître, qui va se développer avec le développement de la vie. Je pense que les libellules, les papillons, à mon avis, ils sont très contents d'avoir ces couleurs, de se faire toutes ces couleurs différentes du monde des papillons. C'est quand même ahurissant. Pourquoi qu'ils font ça? C'est pas uniquement pour plaire à leurs copines, c'est quand même il y a quelque chose d'autre. Alors donc, si vous voulez, il faut s'interroger sur cette esthétique animale, d'ailleurs que nous avons un peu reproduit dans les sociétés archaïques, en nous peignant le visage, et qu'on retrouve encore aujourd'hui à l'occasion des grands matchs du mondial de football, où maintenant nous nous mettons des couleurs tricolores sur le visage, etc. Bon, mais il y a tout un problème, en effet, je trouve que tu as raison et que nous avons raison de problématiser aujourd'hui. C'est ça notre mission. Maintenant, oui, un dernier détail. Une amie musicienne qui vit à Manaus, m'a dit, elle, parce qu'elle est très musicienne, avoir pu repérer une variété de sons extraordinaires dans des chants d'oiseaux tropicaux. C'est-à-dire que nous, grossiers, on entend simplement le chant du rosier, mais elle a c'est-à-dire il va falloir étudier maintenant ces langages, et peut-être même elle dit que les chiens, ils ne font pas que faire ouah-ouah, ils modulent leurs aboiements. Donc nous devons explorer aussi ce domaine. Maintenant, sur la question de la mort, il s'est trouvé qu'à un moment donné, d'ailleurs c'est au cours j'ai fait d'innombrables préfaces à ce livre et j'en fais encore une, mais à un moment donné, alors que dans mon premier volume, je pensais que grâce à la science, on arriverait non pas à l'immortalité, mais à la mortalité, c'est-à-dire que on pourrait prolonger la vie d'une façon non pas infinie, mais indéfinie, compte tenu qu'il y aura toujours des accidents, etc. Donc, et puis alors, j'avais fait marche arrière dans cette idée, parce qu'à la suite de mon séjour à l'Institut Salk, et notamment sous l'influence de Leslie Orgel, qui était le biologiste, il avait dit non, la mort, elle est le résultat inévitable du fonctionnement communicationnel au sein de l'être vivant, entre ADN, ARN, protéines. Il y a un circuit de communication qui subit de toute façon l'aléa quantique, le bug, comme on dit maintenant. Il y a plein de bugs dans nos cellules. Et alors, c'est l'accumulation de ces bugs, de ces erreurs, qui finalement conduit à la décrépitude et à la mort.
Et moi, à ce moment-là, j'avais dit oui, en effet, je me suis trompé, on ne peut pas éviter ça. Et c'est après que, du reste, rencontrant un mécène, il me dit, pour la première fois, je crois, il me dit, mais vous savez, vous aviez plus raison dans votre premier volume que dans la correction que vous avez faite de suite, parce que vraiment, maintenant, on est en train. Mais ceci qui devait faire partie de la deuxième partie de notre entretien, j'espère que nous ferons un nouvel entretien sur maintenant ce que nous pouvons faire de nous, sur notre biologie. Voilà, merci. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents et merci à nos deux intervenants, Edgar Morin et Jean-Claude Amezen.